Bonjour, je suis Odélie. Ma sœur a laissé son pitbull déchiqueter mon fils handicapé, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas dû ramper comme ça. Aucune excuse, aucune culpabilité, juste ce sourire narquois, comme si elle prenait plaisir à le voir saigner. Et le pire? Elle n'a pas agi seule. Tout le quartier est resté silencieux. Ma famille m'a traité d'imprudente, ils ont effacé sa photo du mur et ont invité des journalistes à un gala de charité pour enfants en fauteuil roulant sans même inviter l'enfant qu'ils avaient failli tuer. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste nourri le collier, encore taché de son sang, dans une fourmilière de fourmis rouges et j'ai laissé derrière moi quelque chose qui l'a fait hurler, comme si c'était elle qui était mordue ensuite. Avant de commencer, d'où écoutez-vous ce soir? Et qu'auriez-vous fait si c'était votre enfant? Plongeons. C'était la première matinée chaude depuis des semaines, le genre où la rosée s'accroche à l'herbe juste assez longtemps pour scintiller mais pas pour tremper vos baskets. Je me tenais sur mon porche, berçant une tasse ébréchée, la vapeur s'enroulant sur mes jointures. D'un bout à l'autre de la cour, les rires de Jérômia parvenaient, un rythme doux et saccadé qui remplissait le silence mieux que le chant d'un oiseau. Il dessinait des étoiles à la craie sur le trottoir, de larges explosions bleues le long du pavé, certaines tordues, d'autres audacieuses. Il aimait les dessiner entraînées, comme si elle guidait son fauteuil roulant vers une autre planète. Ce matin-là, je l'avais laissé sortir seul pour la première fois. Il n'était pas vraiment seul, j'étais juste là, faisant semblant de siroter mon café pendant que mes yeux suivaient chaque centimètre de lui. Son fauteuil était quelque chose que j'avais passé des nuits à réparer, roues renforcées, barres de stabilisation, et freins qui pouvaient s'arrêter net. J'avais appris plus grâce à des tutoriels YouTube que grâce à une quelconque infirmière de réadaptation pédiatrique. Jérômia ne le savait pas. Il l'appelait juste Starship 1. Il s'est arrêté pour me faire signe, son sourire édenté m'a presque fait oublier que le monde à l'extérieur de notre petite location était cruel. J'ai fait un signe de retour, en gardant mon sourire petit, constant. Et puis je l'ai entendu, enlever cette chose de ma pelouse. La voix a jailli comme une balle, tranchante et suffisante. Valora. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir. Je me suis retourné juste au moment où le portail de son jardin s'éclenchait. Elle était là, comme toujours, les bras croisés sur son badge de l'association de propriétaires, des lunettes de soleil perchées même si le soleil venait à peine de sortir. Et dans sa main, une brique de jardin en céramique, de celle avec des papillons peints. Valora, ai-je commencé, descendant du porche. Arrête. Mais son bras était déjà levé. La brique a volé. J'ai regardé sa trajectoire, d'abord lente, comme si le temps avait octé, puis rapide. Elle a heurté la tempe de Jérômia. Le son qu'elle a fait n'était pas comme dans les films, il était terne, doux, comme le son d'une pastèque quand elle tombe mal. Il n'a pas crié, pas tout de suite. Le fauteuil a secoué, la craie s'est éparpillée, puis il a gémi, d'abord un petit murmure, puis fort, sauvage. J'ai laissé tomber la tasse, entendu son fracas, mais je m'en fichais. La clôture de Valora s'est ouverte plus largement, et puis j'ai vu le pitbull. Pas de laisse, pas d'avertissement, juste du muscle, de la vitesse et des crocs. Le chien a dévalé la pelouse, sans aboiement, sans pause, droit sur Jérômia. Mes jambes ont bougé avant que ma pensée ne rattrape. J'ai sprinté. Une pelle de jardin rouillée, un outil oublié par quelqu'un, était appuyée contre la clôture d'un voisin. Je l'ai saisi en courant, le métal me griffant la peau. Le pitbull a bondi. Il a heurté le fauteuil comme un train de marchandises, la petite silhouette de Jérômia s'est écrasée, le fauteuil s'est incliné, son cri a transpercé quelque chose en moi que j'ignorais pouvoir se briser. Le chien s'est accroché à sa chemise, non, à son ventre, le tissu taché de sang instantanément. J'ai balancé la pelle, frappé le crâne du chien avec un craquement humide. Il a couiné, vacillé. J'ai balancé de nouveau, plus bas, ses côtes. Il a grondé, reculant, mais pas parti. Sa gueule écumait toujours, ses yeux brûlaient toujours. Je me suis interposé, respirant comme si du feu était coincé dans ma gorge. Jérômia était recroquevillée, murmurant mon nom, du sang coulait le long de son flanc, ses bras agrippaient les poignées du fauteuil comme des bouées de sauvetage. Et Valora? Elle est sortie lentement, ses talons compensés claquant comme des applaudissements. Vous autres, vous n'apprenez jamais, a-t-elle ricané. Je vous l'ai dit, règlement de l'association. Cette chose ne devrait pas être là sans enregistrement. Le chien faisait son travail.
Je l'ai regardé. Les mots étaient lourds dans ma bouche. Je voulais crier, la pousser, lancer la pelle, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis tourné et je me suis agenouillé à côté de mon fils. Les ambulanciers sont arrivés, enfin, après que quelqu'un plus loin ait composé le 911. Pas aucun des voisins regardant derrière les rideaux. Personne n'est venu, personne n'a aidé. J'étais dans l'ambulance, la main de Jérômia dans la mienne, encore tremblante, encore silencieuse. Ce soir-là, il y a eu un dîner de famille d'urgence. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Peut-être que je pensais que quelqu'un, n'importe qui, demanderait comment il allait. Peut-être que j'espérais que notre mère m'envelopperait dans ses bras et dirait « Je suis désolé ». Mais quand je suis entré, Valora était déjà assise à la tête de la table, une nouvelle permanente, le rouge à lèvres parfait. Elle avait ce sourire, celui qu'elle portait chaque fois qu'elle savait qu'elle pouvait s'en tirer avec quelque chose de vil. La vérité, c'est, a-t-elle dit autour d'un verre de vin et de poulet rôti, Odélie l'a laissé sans surveillance. C'est de la négligence. Papa a hoché lentement la tête, comme si elle venait de résoudre un problème. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le quartier s'adapte à votre situation, a-t-il ajouté, sans me regarder. J'ai cligné des yeux. Ma situation ? Valora s'est essuyé la bouche avec une serviette en tissu. Nous vous avons tous averti de ne pas trop l'isoler, et maintenant ceci. Personne n'a mentionné la brique ni le chien. Personne n'a demandé le sang, les cris. Juste un calme poli, célébré, comme si elle avait rendu service au monde en disant la vérité. Je suis resté assise en silence, la fourchette intacte, le bracelet d'hôpital de Jérômia toujours à mon poignet. Toujours laide, la plus jeune, celle à qui on disait d'arrêter d'être si émotive. Mais maintenant, je savais que si je ne parlais pas, il l'effacerait aussi. Plus tard, après la fin du dîner et que tout le monde a serré Valora dans ses bras pour son sang-froid, je me suis tenu dehors de l'appartement. Le contrôle des animaux avait rendu le collier, toujours rouge, encore chaud quand je l'ai ramassé, comme s'il se souvenait. Je l'ai tenu dans ma paume, je n'ai pas pleuré, pas cligné des yeux, j'ai juste regardé. Pas même lorsque j'ai ouvert le tiroir de la cuisine et glissé le sac en plastique scellé à l'intérieur. Le collier taché de sang a fait un bruit doux contre le bois, trop doux pour ce qu'il représentait. J'ai lentement refermé le tiroir. Le clic a résonné dans la pièce silencieuse. Jérômia était recroquevillée sur le canapé, blottie sous sa couverture préférée sur le thème de l'espace. Il n'avait pas parlé depuis le trajet en ambulance, pas un mot, pas un gloussement, pas une question, même pas son habituel maman matinal. Son corps se balançait doucement d'avant en arrière, comme un pendule trop fatigué pour s'arrêter. Dans ses bras se trouvait la peluche d'astronaute qu'il emportait à la maternelle tous les jours. Je n'avais pas vu ce jouet depuis des mois. Il fredonnait de petites mélodies inventées en construisant des vaisseaux spatiaux avec des boîtes de céréales ou en traçant des étoiles à la craie. Mais maintenant, la maison était devenue silencieuse d'une manière que je ne savais pas comment réparer. Le silence n'était pas paisible, il était lourd. Il pressait sur la poitrine, faisait de votre propre respiration un intrus. 3 jours se sont passés ainsi. Les matins étaient une routine consistant à l'aider délicatement à manger, s'il mangeait, et à vérifier les ecchymoses sous ses bandages. Les blessures guérissaient plus lentement que je ne l'espérais, mais ce qui m'inquiétait davantage, c'était la façon dont ses yeux ne rencontraient jamais les miens. Il me regardait à travers, comme si je n'étais pas là. Puis est arrivée l'enveloppe. Je l'ai repérée dès que je suis sorti pour sortir les poubelles. Un papier, plié et collé directement sur notre boîte aux lettres, pas envoyé par la poste, livré à la main. Je l'ai décollé et lu une fois, puis une autre, avis de violation. Objet, équipement motorisé non enregistré sur les terrains communs. Amende, 2 cents. Signé, Valora Ashcroft, présidente de l'association. J'ai regardé le papier, mes mains ont commencé à trembler. Il ne s'agissait pas vraiment de son fauteuil roulant. Il s'agissait de contrôle. Il n'était pas satisfait de voir mon fils saigner sur la pelouse, maintenant, il voulait lui infliger une amende pour être là du tout. J'ai plié l'avis lentement, l'ai glissé dans ma poche et j'ai regardé à travers le cul-de-sac. Les rideaux flûtraient. Quelqu'un regardait, mais personne n'a fait signe. Pas une âme n'était venue prendre des nouvelles. J'ai envoyé un SMS à ma mère, « Tu te moques de moi ? Il nous inflige une amende pour le fauteuil. » Sa réponse est arrivée en quelques minutes, « Arrête de faire de cela une affaire. » Valora fait de son mieux. Son mieux, c'était de lancer une brique sur un enfant.
Je n'ai pas répondu, je ne faisais pas confiance à ce que je pourrais dire ensuite. Ce soir-là, j'ai fait des grilled cheese, le plat réconfortant de Jéremia. J'ai coupé les croûtes comme il aimait, mais quand j'ai apporté l'assiette, il était déjà par terre, recroquevillé près du pied du canapé. Le collier. Il l'avait. À un moment donné de la journée, il a dû ouvrir le tiroir. Le plastique avait disparu. La boucle de cuir était lâchement enroulée dans ses mains, ses doigts s'y faufilaient comme s'il s'agissait d'une couverture de sécurité. Jéremia, ai-je murmuré, m'accroupissant à côté de lui. Chérie, ne dormons pas avec ça. Il a eu une légère sursaut, mais ne s'est pas éloigné. J'ai doucement tendu la main vers le collier. C'est là qu'il a parlé, juste 2 mots. Jéremia se souvient de moi. Sa voix était rauque, comme si parler lui faisait mal. J'ai figé, effrayé de bouger trop vite. Jéremia se souvient de moi, a-t-il répété, plus doucement cette fois, les yeux fixés sur le collier. Je ne le lui ai pas pris. Je me suis juste assise par terre à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Plus tard, seul avec mes pensées, j'ai repensé à Valora. Nous étions enfants autrefois. Je n'avais pas plus de 8 ans. Je suis rentré à la maison en pleurant après l'école parce qu'un groupe de filles m'avait acculé dans la salle de bain et avait jeté mon sac à dos dans les toilettes. Quand je l'ai dit à Valora, tout ce qu'elle a dit, c'est « si tu pleures, elle gagne. Reste juste tranquille ». Cette phrase est restée avec moi comme un caillou dans la chaussure. Je ne m'en suis jamais débarrassé. J'avais porté cette leçon tout au long de mon adolescence, être tranquille signifiait être en sécurité, être tranquille signifiait survivre. Maintenant, je regardais mon fils choisir aussi le silence, non pas parce qu'il guérissait, mais parce qu'il protégeait. Le lendemain matin, j'ai remarqué autre chose. Les étoiles de craie avaient disparu. Le trottoir où Jéremia avait dessiné ses constellations avait été lavé à la haute pression. Il n'y avait pas d'avis de l'association, pas d'avertissement, juste du béton mouillé et la légère odeur d'eau de javel. Je me suis tenu là dans ma robe, serrant mon café si fort que la céramique a crépité. Puis j'ai levé les yeux. De l'autre côté de la rue, montée proprement sur le poteau d'angle, se trouvait une nouvelle caméra de surveillance. Elle faisait face directement à notre allée. J'ai regardé la petite lumière rouge qui clignotait vers moi, l'objectif immobile, inébranlable, observant. Je me suis retourné, suis rentré à l'intérieur et ai verrouillé la porte derrière moi. Ce soir-là, je n'ai pas fait défiler mon téléphone comme d'habitude. Je n'ai pas binge-watché une émission sans intérêt. J'ai ouvert mon journal, celui que je gardais enterré dans le placard derrière les impôts de l'année dernière, et j'ai écrit une phrase, « Si personne ne parle pour lui, je le ferai ». J'ai déchiré la page, les plié et les glissé dans mon sac à main. Puis j'ai ajouté le collier. Demain, j'irai au bureau de l'association et je ne serai pas silencieuse. Le lendemain matin, je n'ai pas pris la peine de frapper. Je suis entré dans le bureau de l'association avec la même certitude que vous auriez en entrant dans une salle d'audience, avec des faits dans une main et le chagrin dans l'autre. Valora était assise derrière le comptoir, tapant quelque chose, ses ongles polis claquant régulièrement sur le clavier. Les murs autour d'elle étaient bordés de certificats FAD d'excellence communautaire et de photos d'événements passés de l'association, barbecue, concours de pâtisserie, inauguration. J'ai traversé la pièce, n'ai pas parlé et ai posé le sac scellé avec le collier sur son bureau comme une pièce à conviction, car c'est exactement ce que c'était. Elle n'a pas bronché, pas levé les yeux, s'est juste laissé étaler un lent sourire sur son visage comme si elle le répétait. « Bonjour », a-t-elle dit légèrement, tapant toujours. Puis elle a tapoté le sac avec son stylo 2 fois, comme si ce n'était rien de plus qu'un presse-papier. Si dramatique, a-t-elle finalement dit, ses yeux se posant sur les miens. Odélie, ce n'est pas une salle d'audience. C'est un quartier. Nous n'avons pas besoin de continuer à utiliser notre traumatisme comme arme. Elle a ouvert le tiroir latéral d'une main manucurée et a glissé le sac à l'intérieur sans y jeter un second regard, comme s'il s'agissait d'une nuisance qu'elle classerait sous poubelle sentimentale. Je n'ai pas parlé. Un homme vêtu d'un gilet de l'association se tenait derrière elle, observant. Un des membres du conseil, Georges, peut-être. Il a cligné lentement des yeux, puis a détourné le regard quand je me suis tourné vers lui. Je suis resté là encore quelques secondes, assez longtemps pour sentir le poids de ce que je ne disais pas pressé contre le palais de ma bouche. Puis je me suis retourné et je suis sorti. De retour dans la voiture, j'ai serré le volant pendant un long moment avant même de démarrer le moteur. Je n'avais plus de mots en moi,
juste un léger bourdonnement dans ma poitrine qui me semblait dangereusement proche de la rage. Ce soir-là, j'ai emmené Jérômia chez ma mère. Je ne voulais pas, mais elle avait envoyé 3 SMS demandant à prendre des nouvelles et disant que toute cette affaire avait mal fait impression sur les personnes extérieures. Nous sommes entrés dans le hall, et l'odeur de nettoyant au citron m'a frappé comme un coup de poing. Sa maison sentait toujours comme ça, immaculée, polie et creuse. Jérômia me suivait, silencieux, tenant son astronaute. Alors que nous passions devant le couloir menant à la cuisine, je me suis arrêté. Mes yeux sont tombés sur le mur de la galerie, le mur de la famille. Des photographies encadrées tapissaient les lambris de la taille à la hauteur du plafond, petits-enfants en toge et chapeau d'anniversaire, robe d'église. Les jumeaux de Valora avaient 6 photos chacun. Même le nouveau-né de ma cousine Loretta était là, bien qu'il n'ait même pas encore 6 mois. Mais Jérômia ? Disparu. Je me suis approché. L'endroit où sa photo se trouvait autrefois lui dans son costume d'astronaute d'Halloween il y a 2 ans était vide. Non, pas vide. Remplacé. Dans le cadre argenté, il y avait un autre enfant, une petite fille en tutu de ballet, en pleine pirouette, souriant largement. Je l'ai regardée, incertaine si j'hallucinais. Maman, ai-je appelé dans la cuisine. Elle est sortie, s'essuyant les mains sur une serviette, ses cheveux épinglés comme toujours. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a suivi mes yeux jusqu'à la photo. Oh, a-t-elle dit, comme si je signalais une lampe de travers. C'est Léla, la fille de l'amie de Valora, elle n'est pas adorable ? Je n'ai pas répondu. J'ai dû enlever la photo de Jérômia, a-t-elle poursuivi, la voix plus basse maintenant. Nous avons eu des visiteurs récemment, et eh bien, cela met les gens mal à l'aise de le voir comme ça après l'incident, vous comprenez ? Mal à l'aise. C'était le mot qu'elle avait choisi, comme si mon enfant était une mauvaise odeur. Je comprends parfaitement, ai-je dit, la voix stable, trop stable. De retour à la maison, je n'ai pas parlé pendant le dîner. Jérômia a à peine touché son repas. Il regardait juste par la fenêtre, comme si les réponses à tout étaient écrites dans le noir. Ce week-end-là, l'association a organisé un gala de sécurité communautaire. Tout était sur le tableau d'affichage du quartier, un événement traiteur, une vente aux enchères silencieuse, un bref discours de la présidente de l'association elle-même, Valora. Je n'étais pas invité, mais je me suis présenté quand même. Jérômia et moi nous sommes tenus devant le centre événementiel, juste à côté du trottoir, près de l'entrée latérale. C'était une soirée chaude, et les portes vitrées reflétaient des guirlandes lumineuses et des chaussures vernies. À l'intérieur, je pouvais entendre le tintement des verres et les rires polis. La voix de Valora a résonné dans le système de sonorisation, confiante, polie, répétée. Nous sommes ici ce soir parce que nous nous soucions de l'avenir, a-t-elle dit, parce que nous croyons en la protection des vulnérables. J'ai senti Jérômia se tendre à mes côtés. Et avec nos nouvelles améliorations d'accessibilité, a poursuivi Valora, nous construisons un quartier où tout le monde, quelles que soient ses circonstances, se sent inclus. Il y a eu une pause, puis une fanfare, et du côté gauche de la scène, ils ont fait entrer un enfant en fauteuil roulant. Pas Jérômia. Une fille, peut-être 8 ans, vêtue d'un cardigan parfait et d'une jupe pastel. Un mannequin. La foule a applaudi, les appareils photo ont flashé. Valora a posé sa main sur l'épaule de la fille et a souri largement pour la presse. J'ai regardé Jérômia. Il était immobile, les yeux fixés sur la scène à travers la fenêtre. Il n'a pas parlé. Je ne pouvais pas non plus. Ce soir-là, après l'avoir couché, il a demandé sa craie. Il n'y avait pas touché depuis que les étoiles avaient été lavées. Il est sorti dans l'allée et a dessiné une seule étoile à 5 branches. Puis il s'est arrêté, l'a regardée, comme s'il attendait qu'elle disparaisse à nouveau. Elle m'a effacé, a-t-il murmuré. Je me suis assise sur les marches du porche, le souffle coupé. Il ne parlait pas de la craie, il parlait de tout ça. Valora, le mur de photos, l'enfant factice dans un fauteuil emprunté, le silence. Cette nuit-là, quand la maison a été de nouveau silencieuse, je suis allé au tiroir et ai sorti le collier une dernière fois. J'ai pris une enveloppe et, avec un stylo qui tremblait dans ma prise, j'ai écrit 3 noms, pas la police, des gens qui se battent vraiment. Le collier reposait sur la table de la cuisine à côté de l'enveloppe avec 3 noms soulignés d'un épais trait bleu. J'ai regardé les noms, chacun gravé dans la mémoire et le silence. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé le premier appel. Marcus a répondu à la 3e sonnerie. Il n'a pas dit bonjour,
Il a juste laissé échapper un soupir fatigué et a dit « Oh, Dallas, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. » J'ai répondu, faisant les 100 pas près de la fenêtre où la lumière ne s'était pas encore frayé un chemin. Je lui ai tout dit, l'attaque, le silence, le mur de photos, le gala. Je parlais comme quand on retient sa respiration trop longtemps, d'une voix stable, basse, comme si je levais la voix, tout pouvait s'effondrer. Marcus n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai finalement arrêté, il a attendu une seconde et a demandé, l'attaque était-elle directe, ou a-t-elle hésité? J'ai regardé le sac scellé à nouveau. Il n'a pas aboyé, ai-je dit. Il n'a pas tourné en rond, pas reniflé. Il a couru, croisé les regards, et a bondi comme s'il avait une cible. Aucune confusion, aucune pause, juste ciblé. Il n'y avait aucune hésitation dans sa réponse. C'est de l'entraînement, a-t-il dit. Aucun chien de famille ne fait ça à moins d'y avoir été entraîné. J'ai avalé le goût métallique au fond de ma bouche. Donc ce n'était pas un accident, c'était une commande. Et avec cela, les pièces ont commencé à s'aligner. Pas parfaitement, mais assez pour que le brouillard commence à se lever, assez pour que je me sente vu. Le lendemain matin, j'ai versé du café pendant que Jéremia était assis à table, remuant une cuillère dans des céréales sèches qu'il n'avait pas touchées avec le lait. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, m'attendant au flyer habituel de l'association sur les retards de collecte des ordures ou les conseils saisonniers pour le jardin. Mais ce qui m'a accueilli a fait basculer mon estomac. Une nouvelle pancarte avait été plantée dans notre pelouse avant, lettres blanches sur fond rouge, les unités à mobilité réduite doivent s'enregistrer ou déménager. En dessous, peint à la bombe en rouge, ceci n'est pas un cirque. Je me suis tenu là, pieds nus dans la rosée, regardant les mots comme s'ils étaient du feu. Derrière moi, Jéremia s'est approché de la fenêtre. Il n'a rien dit, s'est juste accroupi, puis s'est retourné lentement et a redescendu le couloir. Ses pas étaient légers, mais son silence frappait comme le tonnerre. J'ai trouvé le panier de craie dans le couloir une heure plus tard, caché derrière le vestiaire. Il l'avait caché lui-même. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon corps était fatigué, mais mon esprit fonctionnait comme un train de marchandises sans frein. À 3 heures du matin, je suis monté dans la voiture et j'ai traversé le quartier jusqu'au hangar de maintenance, niché juste derrière les cours de tennis de l'association. J'avais déjà vu le clavier mais je n'y avais jamais prêté attention. Je connaissais Valora, et je connaissais son anniversaire. Le code était 11h24. Il a bipé vert. À l'intérieur du hangar, ça sentait l'eau de javel et la rouille. Des bacs de décoration saisonnière garnissaient un mur, des amandes empilées et des feuillets d'avertissement couvraient un établi, des sacs d'engrais étaient affaissés comme des cadavres dans un coin. Mais ce qui a attiré mon regard, c'est le vieux classeur au fond. Un tiroir était étiqueté en grosses lettres noires, seulement pour le conseil. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, certains couverts de poussière, d'autres frais et nets. J'ai feuilleté jusqu'à ce qu'une étiquette me frappe de plein fouet, pilote d'intégration K9 interne. Les premières pages étaient banales, notes de réunion, estimation de coûts, graphiques génériques. Mais ensuite, des photos. Des photos de mannequins, des mannequins en forme humaine, certains assis dans des fauteuils roulants, déchiquetés, membres arrachés, tissus déchirés. Des journaux d'entraînement, des calendriers, tous avec les mêmes initiales griffonnées en haut, VH Croft. La dernière page m'a brisé. C'était une chronologie, écrite à la main, phase 1, conditionnement. Phase 2, simulation. Essai dans le monde réel, cible passive, zone commune. Cible passive. Ils parlaient de Jéremia. Ils ont traité mon fils comme un sujet de test, une case à cocher. Au moment où j'ai quitté le hangar, il était presque 5 heures. À la maison, j'ai dégagé la table de la salle à manger. Jéremia dormait encore. J'ai étalé tous les documents, scanné chaque page, trié par type, mis en surbrillance les dates. Je n'ai pas pleuré. J'ai écrit, tapé, recoupé les noms et les signatures. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à rédiger « Comment vos cotisations entraînent une arme ». Ce que l'association ne veut pas que vous sachiez. Ce n'était pas poli, mais c'était réel. Je l'ai gardé anonyme, pas de nom, pas d'adresse, juste la vérité. À 4 heures du matin, j'ai imprimé 20 copies, j'ai enfilé un sweat à capuche, et j'ai marché rue par rue, boîte aux lettres par boîte aux lettres, glissant chaque flyer comme une confession scellée dans une enveloppe. La rue était silencieuse, des arroseurs cliquetant au loin.
Un raton laveur a traversé une cour. 2 portes plus loin, en rentrant chez moi, j'ai de nouveau passé devant la pancarte. La peinture rouge continuait de brûler sous le porche. Je ne l'ai pas arrachée, pas encore. Elle allait faire une parfaite diapositive de clôture. Dans la matinée, j'avais pris ma douche, je m'étais habillé et j'avais réchauffé du vieux café, surtout parce que j'avais besoin de quelque chose à tenir. La cafetière n'avait même pas refroidi quand mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, un SMS de Paula, tu ne l'as pas appris de moi, mais continue de pousser. Nous voyons ça. Puis un autre, et un autre. Pas des messages en colère, pas même des questions. C'était de courtes choses, de petits signaux, j'ai vu le flyer. Merci. Ma mère utilise un déambulateur. Je comprends maintenant. Et puis, juste avant midi, on a frappé à la porte. Jérômia dormait toujours sur le canapé, son astronaute en peluche à moitié enfoui sous son menton. J'ai ouvert la porte lentement. C'était Andrea Temple, elle habitait 2 rues plus loin. Je la connaissais à peine en dehors des minutes de l'association et des hochements de tête maladroits dans les allées des épiceries. Elle avait l'air pâle, comme si elle n'avait pas dormi. Odélie, a-t-elle dit, sa voix plus un souffle qu'un son. Je dois vous montrer quelque chose. Je me suis écarté sans un mot. À l'intérieur, elle ne s'est pas assise, elle est restée près de l'entrée, le dos raide. Puis, avec des doigts tremblants, elle a déverrouillé son téléphone et a ouvert une vidéo. Je n'ai pas demandé. Elle a appuyé sur lecture. Les images ont commencé par un zoom lent, quelqu'un filmant de sa fenêtre d'étage. Elle montrait mon allée, mon fils, son fauteuil légèrement incliné, le matin de l'attaque. Puis le chien chargeant, sans hésitation. Et derrière la porte, ma sœur, Valora, les bras croisés comme si elle regardait un match de tennis. Et sur son visage, un sourire. Pas grand, pas caricatural, mais suffisant, composé, comme si elle avait vu exactement ce à quoi elle s'attendait. Quand l'écran est devenu noir, Andrea a baissé le téléphone. Je ne pensais pas que ça irait si loin, a-t-elle murmuré. Mais j'ai aussi un petit-fils. J'ai hoché la tête. Vous avez gardé ça? Ses yeux se sont embués. Mon mari m'a obligé. Nous nous sommes disputés pendant 2 jours à ce sujet. Pourquoi maintenant? Elle a pris une profonde inspiration. Parce que personne n'est censé être invisible. Et vous aviez raison. Le silence, c'est ce dont elle se nourrit. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée derrière elle. Puis je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai regardé la vidéo à nouveau. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'avais besoin de ressentir ce que des étrangers ressentiraient en la voyant. J'ai transféré le fichier sur une clé USB et l'ai étiqueté à l'encre noire, vérité. Horodaté. J'ai envoyé un SMS à Marcus, puis à Paula. Pas de légende dramatique, pas de ton où tu peux croire ça? Juste, il est temps. Au coucher du soleil, j'avais sorti toutes les chaises pliantes que je possédais dans le garage et préparé 2 thermos de café noir, le genre que l'on boit avec une bouche amère et une poitrine brûlante. Je l'ai appelé une réunion de sécurité communautaire. Je n'ai pas demandé la permission de l'association. Je ne demandais plus la permission. À 19h précises, les 2 premières personnes sont arrivées, une enseignante retraitée nommée Bev et son mari, Walt. Ils ont apporté des donuts et un dossier de papier brun rempli d'amendes datant de 2016. Puis est venue la famille Diaz avec leur bébé dans une poussette et de grands yeux, comme s'ils attendaient d'être réprimandés. Un adolescent en sweat à capuche a suivi, se déplaçant nerveusement. À 19h30, il y avait 14 personnes dans mon garage. Certains restaient debout, la plupart assises. Je ne me tenais pas devant, je me tenais avec eux, sur le côté, calme, mesuré. J'ai distribué des copies agrafées des documents d'intégration K9, le flyer que j'avais écrit, une photo du mannequin déchiré épinglé au reste. Puis, sans commentaire, j'ai joué la vidéo. Personne n'a parlé avant la fin. Un souffle bas et choqué a parcouru la pièce, puis le silence. Ce silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je l'ai laissé s'installer un moment, puis j'ai dit, nous avons tous quelque chose, une note, un avertissement, une violation, une tactique d'intimidation. Quelques têtes ont hoché la tête. Nous pensions être seuls. C'est comme ça qu'elle gagne. C'est comme ça qu'elle a toujours gagné, divisé pour mieux régner. Toujours le silence, mais maintenant il était électrique. Mais j'en ai fini d'être silencieuse.
Et si certains d'entre vous le sont aussi? Un applaudissement, un claquement sec, de l'arrière. Puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que tout le monde dans cet espace applaudisse, pas fort, pas théâtral, juste honnête. Quand ce fut fini, j'ai remis un dossier à chacun. La réunion du conseil de l'association la semaine prochaine est publique. Si elle nie que cela existe, parlez. Ne me laissez pas être la seule debout. Personne n'a argumenté, personne n'a demandé quoi dire. Ils ont juste pris le dossier, l'ont plié et l'ont tenu comme si cela avait de l'importance. Au moment où la dernière voiture s'est éloignée et que j'ai fermé la porte du garage, l'air nocturne semblait différent. Pas plus léger, mais vivant. La guerre avait une date. Le lendemain soir, je suis arrivé 15 minutes plus tôt. Pas pour éviter le trafic, pas pour avoir une bonne place. Je voulais voir qui se présentait tôt pour elle et qui évitait délibérément de croiser mon regard. La salle polyvalente du centre récréatif était déjà animée par des rires forcés et le bruit des chaises pliantes raclant le carrelage. Une cafetière métallique fumait sur la table arrière, des biscuits à moitié rassis attendaient sur des assiettes en papier. Le genre de rassemblement où les petites conversations remplaçaient habituellement la responsabilité. Mais ce soir, ce n'était pas habituel. Je me suis assise près du devant, deuxième rangée, allée centrale, exprès. Je voulais qu'elle me regarde et sache. À 18h précises, les doubles portes ont grincé, comme à l'horloge. Valora est entrée, comme si elle descendait un tapis rouge, blazer bleu marine impeccable, porte-bloc rangé comme un accessoire, talons claquant assez fort pour noyer les murmures. Mais ce n'était pas la tenue qui a rendu la pièce immobile, c'était le pitbull. Pas de laisse, pas de muselière, juste un silence obéissant alors qu'il trottinait à ses côtés, queue basse, mâchoire légèrement entr'ouverte, comme une arme chargée. Elle n'était pas obligée. Elle a balayé la foule, ses lèvres se courbant en quelque chose de suffisant et de serein. Puis elle m'a vu. J'ai soutenu son regard. Elle a clin d'œil, comme si c'était toujours son jeu. La pièce était maintenant bondée, des gens formant des rangées le long des murs, quelques-uns assis par terre, plusieurs que je n'avais pas vus à une réunion du conseil depuis des années. Des équipes de télévision avec des perches de microphones, des agents immobiliers en chemise boutonnée faisant semblant d'avoir l'air décontracté, des propriétaires chuchotant derrière des ordres du jour imprimés. Valora a tapoté son porte-bloc une fois et a haussé la voix. « Bonsoir, voisin. Je vois que nous avons une présence inattendue. » Elle a ri légèrement, juste assez pour dire « Je suis toujours en charge. » Mais pas pour longtemps, je me suis levé lentement, pliant les mains devant moi comme si je ne tenais pas une grenade. « Je ne suis pas ici pour me plaindre, » ai-je dit. « Je suis ici pour exposer. » Les mots n'étaient pas forts, mais ils ont frappé. Une ondulation de murmures, puis le silence. Valora a incliné la tête. « Odélie, vous n'êtes pas avocate. » « Non, » ai-je répondu, me déplaçant sur le côté. « Mais j'en ai amené une. » Les portes se sont ouvertes à nouveau, et Paula Reyes est entrée, posée, pas un mot déplacé. Elle portait du noir comme un miroir, calme, confiante, avec un simple dossier glissé sous un bras. Elle l'a posé sur la table devant le conseil. À l'intérieur, a-t-elle dit simplement, vous trouverez vos dossiers de projet d'intégration K9, les listes d'entraînement, les mémos d'application, et des images qui parlent d'elles-mêmes. Les jointures de Valora se sont serrées. L'air dans la pièce s'est raréfié. Puis Andrea s'est levé du milieu de la rangée, un téléphone déjà dans la main. Pas de discours, pas de mise en scène. Elle a appuyé sur lecture et a laissé la vidéo parler. La pièce est devenue silencieuse alors que l'image de Jérômia vacillait sur le projecteur improvisé, puis le chien, puis Valora souriante. Je n'ai pas regardé l'écran, j'ai regardé les visages, les yeux écarquillés, les mâchoires tombantes, les mains se portant aux bouches pour couvrir leurs bouches. Quand la vidéo s'est terminée, quelqu'un a laissé tomber son stylo, et il a cliqueté trop fort. Valora s'est raclé la gorge. Les vidéos peuvent être éditées. Avant même que les mots n'arrivent, Marcus Hayes s'est avancé de l'arrière. Il ne s'est pas présenté, il n'en avait pas besoin. J'entraîne des chiens militaires depuis 17 ans, a-t-il dit. Cette attaque, sans hésitation, sans avertissement où ce chien ne réagissait pas, il était commandé. On aurait pu entendre une feuille se déchirer. Puis, de l'arrière de la pièce, une voix d'homme, mon fils a été poursuivi l'été dernier, par ce même chien. Puis une femme, 2 rangées plus devant, elle m'a infligé une amende de $300 pour une jardinière.
des voix se sont superposées, elle m'a menacé d'expulsion pour une guirlande. Elle m'a qualifié de risque visuel pour avoir utilisé un déambulateur. Elle a dit que le réservoir d'oxygène de mon mari était un risque d'incendie. Valora a tendu la main vers le maillet, mais quelqu'un d'autre l'a attrapé avant elle. Une jeune femme, peut-être 30 ans, le lui a arraché des mains. Vous n'avez plus le droit de le faire claquer. La pièce a rugi, applaudissant, hurlant. Quelqu'un a commencé à scander, votez-la dehors. Votez-la dehors. D'autres l'ont rejointe, une par une, jusqu'à ce que le son soit partout. La bouche de Valora s'est tordue, mais aucun mot n'est sorti. Elle n'a pas crié, elle n'a pas sangloté. Elle a croisé mon regard, et d'une voix si tendue et tremblante, celle qu'elle utilisait seulement lorsque son masque se fissurait, elle a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher. Puis elle est sortie. Et pour la première fois depuis que le sang avait touché mon allée, je ne me suis pas senti en train de perdre. Au moment où j'ai fait mon deuxième café ce matin-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas mal dans le sens où les choses l'étaient depuis l'attaque, c'était différent. L'air extérieur semblait chargé, trop calme. Ce n'est qu'en sortant dans l'allée et en voyant la porte de notre garage que mon estomac s'est transformé en pierre. Sur les panneaux beiges, des mots étaient peints à la bombe en grosses touches furieuses, descendance des mensonges. Et en dessous, en noir dégoulinant, Jeremiah Boone. Je n'ai pas halté, je n'ai appelé personne. Je me suis tenu là, pieds nus sur le béton, le vent attrapant l'ourlet de ma robe, pendant un moment j'ai juste regardé la peinture sécher, comme si elle pouvait changer ce qu'elle disait. Jeremiah ne l'avait pas encore vu, et je ne l'ai pas couvert. Au lieu de cela, je suis rentré, et saisi mon téléphone et ai commencé à prendre des photos. Un plan large, 3 gros plans, une vidéo panoramique du panneau de l'association toujours boulonnée à notre pelouse jusqu'à l'injure sur le garage. Je les ai envoyés à Paula, puis à Marcus, puis à un journaliste local qui m'avait contacté après la réunion du conseil. Avant midi, un flyer circulait, anonyme, sans adresse de retour, numérique et physique. Quelqu'un l'avait imprimé sur du papier de couleur et l'avait glissé dans les boîtes aux lettres. Le titre criait « L'association sous attaque, une mère instable exploite son fil pour une prise des pouvoirs ». Mon nom était souligné, celui de Jeremiah aussi. La photo qu'ils ont utilisée était recadrée du festival d'automne de l'année dernière, Jeremiah dans son costume d'astronaute, assis dans son fauteuil, riant. Ils ont pris sa joie et l'ont transformée en munitions. Et les commentaires ont commencé à affluer sur l'application Nextdoor, pourquoi traîne-t-elle tout le quartier dans son traumatisme? Elle est mentalement instable. Je plains l'enfant. On se demande ce qui s'est vraiment passé avec ce chien. À 15 heures, mon téléphone a vibré avec un appel du conseiller scolaire. Odélie, nous avons eu un incident. Jeremiah s'était enfermé dans la salle de bain après qu'un professeur l'ait pris à part et lui ait demandé si je lui avais appris à dire quelque chose à propos du chien. Quand je suis arrivé, il était toujours à l'intérieur. Son fauteuil était vide dans le couloir. J'ai frappé doucement. Jeremiah, c'est moi. Je n'ai pas menti, sanglotait-il. Pourquoi pense-t-il que j'ai menti? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise par terre devant la porte et l'ai laissé pleurer jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir. Ce soir-là, une lettre de mise en demeure est arrivée par email du conseil de l'association. Le langage était raide et suffisant. Elle m'accusait de diffamation, de harcèlement et de tentatives illégales d'incitation à l'agitation. Ils appelaient mes flyers littérature politique non autorisée. Ils m'ont interdite de tous les espaces communautaires, aires de jeu, piscines, clubhouses. La raison? Perturbation intentionnelle de l'harmonie du quartier. J'ai eu envie de rire. Harmonie. Mais je n'ai pas ri. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assise par terre à côté du lit de Jeremiah, le regardant dormir, ses bras serrant la peluche d'astronaute plus fort que jamais. Le dossier de preuve était ouvert sur mes genoux. J'ai survolé la touche supprimée. Il y a eu un moment, juste un, où j'ai failli abandonner. Pas parce que je les croyais, mais parce que j'étais épuisé. Je pensais que peut-être si je laissais tomber cela, ils arrêteraient de le cibler. Peut-être si j'étais à nouveau silencieuse. Mais ensuite, j'ai levé les yeux. Sur la vitre de la fenêtre, maculée de craie, il y avait une seule étoile jaune. Tordue, faible, mais là. Il l'avait dessinée à nouveau. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai préparé Jeremiah pour l'école comme tous les autres jours,
j'ai emballé son déjeuner, je lui ai embrassé le front. Mais je n'allais pas au travail. Je suis allé au bureau administratif de l'association. Reporter et remorqueur. Ils ne m'ont pas vu venir. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai demandé les registres en vertu du statut des règlements de voisinage, une clause qu'ils adoraient lancer. La commis m'a donné une enveloppe en papier brun plus épaisse que prévu. À l'intérieur se trouvaient les politiques amendées de l'association, et derrière elles, 2 documents qui n'avaient pas été expurgés. L'un était un formulaire de dérogation au vote, signé uniquement par Valora, autorisant les programmes dissuasifs de périmètre K9. Ce n'était pas seulement illégal, c'était personnel. L'autre, une facture de fournisseur de $1200, post-exercice d'entraînement à l'agression. Je n'ai pas dormi la nuit précédente. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec tous les documents étalés sur sa surface comme un puzzle que seul moi avais le courage de résoudre, la copie certifiée du règlement, la facture, les journaux d'entraînement, la signature de Valora arrogante et intouchée par la surveillance. Il ne s'agissait plus seulement de Jéremia, ce ne fut jamais le cas. Au lever du soleil, la rue devant notre cul-de-sac ressemblait à une scène de crime sans ruban. Les fourgonnettes de nouvelles s'attardaient sur le trottoir, les journalistes ajustant leurs microphones. Un voisin distribuait des chaises pliantes, un autre sortait un système de sonorisation. Je n'ai pas appelé le conseil. Je n'ai pas appelé Valora. J'ai appelé les personnes qui avaient été condamnées à une amende pour des fleurs, qui avaient été menacées pour des rampes, qui avaient été réduites au silence pour avoir essayé d'appartenir. Marcus se tenait à ma gauche, les bras croisés, mais les yeux doux sur Jéremia, qui était assis tranquillement sur mes genoux. Paula Reyes, notre avocate, se tenait à ma droite avec un porte-bloc et une confiance qui faisait taire la foule sans qu'elle dise un mot. Je me suis raclé la gorge. Il ne s'agit pas d'une seule attaque, ai-je commencé, la voix stable mais basse. Il s'agit de chaque silence qui a suivi. Chaque fois que quelqu'un dans ce quartier a été invité à se taire, menacé pour avoir reculé ou condamné à une amende pour avoir besoin d'accès. Des têtes se sont tournées, des appareils photo ont cliqué. J'ai d'abord montré les journaux K9. Laissez l'encre parler avant moi. Puis sont venus les documents de politique, les photographies de mannequins déchirés, des accessoires roulants faits pour simuler des cibles comme mon fils. Et puis j'ai montré la photo du graffiti. Descendance de mensonges, disait-il, devant notre garage. C'est ce qu'ils ont appelé un garçon de 10 ans qui n'a jamais fait de mal à personne, qui faisait confiance aux adultes pour le protéger. Je n'ai pas pleuré. Valora est arrivée à mi-chemin, claquant des talons, son porte-bloc, le même pitbull à ses côtés, portant un petit gilet rouge suffisant. Elle n'a même pas bronché lorsque le premier journaliste s'est interposé sur son chemin. Tout cela est tordu, a-t-elle rétorqué, contenant à peine un sourire. Unilatéral, sorti de son contexte. Cette vidéo est fausse. C'est une chasse aux sorcières par une ex-femme mécontente avec trop de temps et pas assez de responsabilité. Je me suis tourné vers elle, calme. Toujours. Vous voulez les 2 versions? J'ai hoché la tête à Marcus. Il a appuyé sur lecture. L'écran, tendu entre 2 bornes de parking, s'est allumé, et là, c'était encore, Jéremia, la porte, le chien, son sourire. Cette fois, personne n'a halté. Cette fois, ils ont murmuré, la colère, le dégoût. Valora s'est avancée. Les vidéos peuvent être manipulées. Cela ne prouve rien. Marcus s'est avancé à mes côtés, lentement et délibérément. J'entraîne des chiens depuis plus de 20 ans, a-t-il dit. Cette attaque, sans hésitation, sans avertissement, ce chien n'a pas réagi, il a été déployé. Valora a essayé de parler à nouveau, mais le bruit de la foule l'a englouti. L'a-t-elle entraînée elle-même? Mes frais d'association ont payé pour ça. J'ai eu une amende pour de la craie sur le trottoir, mais les déchiquetages sont acceptables? Et puis est arrivé le moment que j'avais répété une douzaine de fois mais que je n'avais jamais pensé exécuter. J'ai soulevé le sac transparent, à l'intérieur le collier, encore taché, encore lourd. C'est ce qui a été utilisé, ai-je dit, la voix calme, les doigts stables. C'est ce qui m'a été rendu sans excuse ni explication. C'est ce qu'on a appelé un accident malheureux. Je me suis tourné et j'ai marché vers le jardin de Rose, une fierté pour laquelle elle avait passé des années à faire du lobbying pour qu'il porte son nom. J'ai délicatement enjambé le paillis et me suis arrêté devant un petit monticule sur le bord. La fourmilière s'y trouvait, intacte, jusqu'à ce que j'ouvre le sac. J'ai laissé tomber le collier.
Les fourmis de feu ont surgi dessus comme de l'eau, une couverture vivante, grouillante. Valora a crié derrière moi. C'était une preuve. Je me suis tourné, les mains vides maintenant. Non. C'était un avertissement. Pour quiconque pense que la cruauté n'est qu'une politique parmi d'autres. Les appareils photo n'ont pas arrêté de cliquer. Valora n'est pas restée pour répondre aux questions, elle s'est retournée, a bousculé un reporter, et a presque couru jusqu'à sa voiture. Le pitbull a suivi, que rentrer. Alors qu'elle démarrait en trombe, les voisins ont commencé à murmurer à propos d'un vote du conseil, à propos du remplacement de l'ancien conseil, à propos de la responsabilité. Paula rédigeait déjà les documents. Et Jéremia? Il a souri un peu, mais c'était réel, la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, j'avais préparé ma deuxième tasse de café, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Pas mal de la manière dont les choses étaient depuis l'attaque, c'était différent. L'air dehors semblait chargé, trop calme. Ce n'est qu'en sortant dans l'allée et en voyant la porte de notre garage que mon estomac s'est transformé en pierre. Sur les panneaux beiges, des mots étaient peints à la bombe en grosses touches furieuses, descendance des mensonges. Et en dessous, en noir dégoulinant, Jéremia Boone. Je n'ai pas halté, je n'ai appelé personne. Je me suis tenu là, pieds nus sur le béton, le vent attrapant l'ourlet de ma robe, pendant un moment j'ai juste regardé la peinture sécher, comme si elle pouvait changer ce qu'elle disait. Jéremia ne l'avait pas encore vu, et je ne l'ai pas couvert. Au lieu de cela, je suis rentré, et saisi mon téléphone et ai commencé à prendre des photos. Un plan large, 3 gros plans, une vidéo panoramique du panneau de l'association toujours boulonné à notre pelouse jusqu'à l'injure sur le garage. Je les ai envoyés à Paula, puis à Marcus, puis à un journaliste local qui m'avait contacté après la réunion du conseil. Avant midi, un flyer circulait, anonyme, sans adresse de retour, numérique et physique. Quelqu'un l'avait imprimé sur du papier de couleur et l'avait glissé dans les boîtes aux lettres. Le titre criait « L'association sous attaque, une mère instable exploite son fil pour une prise des pouvoirs ». Mon nom était souligné, celui de Jéremia aussi. La photo qu'ils ont utilisée était recadrée du festival d'automne de l'année dernière, Jéremia dans son costume d'astronaute, assis dans son fauteuil, riant. Ils ont pris sa joie et l'ont transformée en munition. Et les commentaires ont commencé à affluer sur l'application Nextdoor, pourquoi traîne-t-elle tout le quartier dans son traumatisme? Elle est mentalement instable. Je plains l'enfant. On se demande ce qui s'est vraiment passé avec ce chien. À 15 heures, mon téléphone a vibré avec un appel du conseiller scolaire. Odélie, nous avons eu un incident. Jéremia s'était enfermé dans la salle de bain après qu'un professeur l'ait pris à part et lui ait demandé si je lui avais appris à dire quelque chose à propos du chien. Quand je suis arrivé, il était toujours à l'intérieur. Son fauteuil était vide dans le couloir. J'ai frappé doucement. Jéremia, c'est moi. Je n'ai pas menti, sanglotait-il. Pourquoi pense-t-il que j'ai menti? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise par terre devant la porte et l'ai laissé pleurer jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir. Ce soir-là, une lettre de mise en demeure est arrivée par email du conseil de l'association. Le langage était raide et suffisant. Elle m'accusait de diffamation, de harcèlement et de tentatives illégales d'incitation à l'agitation. Ils appelaient mes flyers littérature politique non autorisée. Ils m'ont interdite de tous les espaces communautaires, aires de jeu, piscines, clubhouses. La raison? Perturbation intentionnelle de l'harmonie du quartier. J'ai eu envie de rire. Harmonie. Mais je n'ai pas ri. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assise par terre à côté du lit de Jéremia, le regardant dormir, ses bras serrant la peluche d'astronaute plus fort que jamais. Le dossier de preuve était ouvert sur mes genoux. J'ai survolé la touche supprimée. Il y a eu un moment, Justin, où j'ai failli abandonner. Pas parce que je les croyais, mais parce que j'étais épuisé. Je pensais que peut-être si je laissais tomber cela, ils arrêteraient de le cibler. Peut-être si j'étais à nouveau silencieuse. Mais ensuite, j'ai levé les yeux. Sur la vitre de la fenêtre, maculée de craie, il y avait une seule étoile jaune. Tordue, faible, mais là. Il l'avait dessinée à nouveau. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai préparé Jéremia pour l'école comme tous les autres jours, j'ai emballé son déjeuner, je lui ai embrassé le front. Mais je n'allais pas au travail. Je suis allé au bureau administratif de l'association. Reporter et remorqueur.
Ils ne m'ont pas vu venir. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai demandé les registres en vertu du statut des règlements de voisinage, une clause qu'ils adoraient lancer. La commis m'a donné une enveloppe en papier brun plus épaisse que prévu. À l'intérieur se trouvaient les politiques amendées de l'association, et derrière elles, 2 documents qui n'avaient pas été expurgés. L'un était un formulaire de dérogation au vote, signé uniquement par Valora, autorisant les programmes dissuasifs de périmètre K9. Ce n'était pas seulement illégal, c'était personnel. L'autre, une facture de fournisseur de $1200, post-exercice d'entraînement à l'agression. Je n'ai pas dormi la nuit précédente. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec tous les documents étalés sur sa surface comme un puzzle que seul moi avais le courage de résoudre, la copie certifiée du règlement, la facture, les journaux d'entraînement, la signature de Valora arrogante et intouchée par la surveillance. Il ne s'agissait plus seulement de Jéremia, ce ne fut jamais le cas. Au lever du soleil, la rue devant notre cul-de-sac ressemblait à une scène de crime sans ruban. Les fourgonnettes de news s'attardaient sur le trottoir, les journalistes ajustant leurs microphones. Un voisin distribuait des chaises pliantes, un autre sortait un système de sonorisation. Je n'ai pas appelé le conseil. Je n'ai pas appelé Valora. J'ai appelé les personnes qui avaient été condamnées à une amende pour des fleurs, qui avaient été menacées pour des rampes, qui avaient été réduites au silence pour avoir essayé d'appartenir. Marcus se tenait à ma gauche, les bras croisés, mais les yeux doux sur Jéremia, qui était assis tranquillement sur mes genoux. Paula Reyes, notre avocate, se tenait à ma droite avec un porte-bloc et une confiance qui faisait taire la foule sans qu'elle dise un mot. Je me suis raclé la gorge. Il ne s'agit pas d'une seule attaque, ai-je commencé, la voix stable mais basse. Il s'agit de chaque silence qui a suivi. Chaque fois que quelqu'un dans ce quartier a été invité à se taire, menacé pour avoir reculé ou condamné à une amende pour avoir besoin d'accès. Des têtes se sont tournées, des appareils photo ont cliqué. J'ai d'abord montré les journaux K9. Laissez l'encre parler avant moi. Puis sont venus les documents de politique, les photographies de mannequins déchirés, des accessoires roulants faits pour simuler des cibles comme mon fils. Et puis j'ai montré la photo du graffiti. Descendance de mensonges, disait-il, devant notre garage. C'est ce qu'ils ont appelé un garçon de 10 ans qui n'a jamais fait de mal à personne, qui faisait confiance aux adultes pour le protéger. Je n'ai pas pleuré. Valora est arrivée à mi-chemin, claquant des talons, son porte-bloc, le même pitbull à ses côtés, portant un petit gilet rouge suffisant. Elle n'a même pas bronché lorsque le premier journaliste s'est interposé sur son chemin. Tout cela est tordu, a-t-elle rétorqué, contenant à peine un sourire. Unilatéral, sorti de son contexte. Cette vidéo est fausse. C'est une chasse aux sorcières par une ex-femme mécontente avec trop de temps et pas assez de responsabilité. Je me suis tourné vers elle, calme. Toujours. Vous voulez les 2 versions? J'ai hoché la tête à Marcus. Il a appuyé sur lecture. L'écran, tendu entre 2 bornes de parking, s'est allumé, et là, c'était encore, Jéremia, la porte, le chien, son sourire. Cette fois, personne n'a halté. Cette fois, ils ont murmuré, la colère, le dégoût. Valora s'est avancée. Les vidéos peuvent être manipulées. Cela ne prouve rien. Marcus s'est avancé à mes côtés, lentement et délibérément. J'entraîne des chiens depuis plus de 20 ans, a-t-il dit. Cette attaque, sans hésitation, sans avertissement où ce chien ne réagissait pas, il était commandé. Valora a essayé de parler à nouveau, mais le bruit de la foule l'a englouti. L'a-t-elle entraînée elle-même? Mes frais d'association ont payé pour ça. J'ai eu une amende pour de la craie sur le trottoir, mais les déchiquetages sont acceptables? Et puis est arrivé le moment que j'avais répété une douzaine de fois mais que je n'avais jamais pensé exécuter. J'ai soulevé le sac transparent, à l'intérieur le collier, encore taché, encore lourd. C'est ce qui a été utilisé, ai-je dit, la voix calme, les doigts stables. C'est ce qui m'a été rendu sans excuse ni explication. C'est ce qu'on a appelé un accident malheureux. Je me suis tourné et j'ai marché vers le jardin de Rose, une fierté pour laquelle elle avait passé des années à faire du lobbying pour qu'il porte son nom. J'ai délicatement enjambé le paillis et me suis arrêté devant un petit monticule sur le bord. La fourmilière s'y trouvait, intacte, jusqu'à ce que j'ouvre le sac. J'ai laissé tomber le collier. Les fourmis de feu ont surgi dessus comme de l'eau, une couverture vivante, grouillante. Valora a crié derrière moi. C'était une preuve. Je me suis tourné,
les mains vides maintenant. Non. C'était un avertissement. Pour quiconque pense que la cruauté n'est qu'une politique parmi d'autres. Les appareils photo n'ont pas arrêté de cliquer. Valora n'est pas restée pour répondre aux questions, elle s'est retournée, a bousculé un reporter, et a presque couru jusqu'à sa voiture. Le pitbull a suivi, que rentrer. Alors qu'elle démarrait en trombe, les voisins ont commencé à murmurer à propos d'un vote du conseil, à propos du remplacement de l'ancien conseil, à propos de la responsabilité. Paula rédigeait déjà les documents. Et Jéremia? Il a souri un peu, mais c'était réel, la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, l'association a organisé une session d'urgence à huis clos. La nouvelle s'est répandue avant même qu'il ne ferme les portes. Le vote a été unanime. Valora a été destituée du conseil. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai posé mes clés sur le comptoir comme tous les jours. Jéremia s'était endormi à 20h, les bras enroulés autour de son astronaute. Je me suis penché pour verrouiller la porte d'entrée. C'est là que je l'ai vu, une enveloppe glissée sous la fente. Pas de nom, pas de sceau, juste un papier plié avec une phrase griffonnée d'une grosse encre. Vous avez peut-être gagné la guerre, mais vous vous êtes fait des ennemis. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Les flammes se sont enroulées lentement autour du papier, presque à contre-cœur, comme s'ils savaient que j'avais besoin de voir chaque mot disparaître. Je n'ai pas gardé de copie, mais je me suis souvenu de l'écriture, épaisse, tout en majuscules, trop soignée pour être décontractée, trop propre pour être honnête. La clôture arrive rarement avec un ruban, parfois elle boite, sentant la fumée. Valora était partie. Pas officiellement. Pas d'annonce, pas d'excuse, juste partie. Sa maison est restée sombre pendant des jours, sa voiture n'est jamais réapparue. Et les voisins ont dit qu'ils n'avaient pas vu le chien depuis le vote. Il s'avère que le contrôle des animaux est intervenu discrètement après l'audience. Le pitbull avait été relocalisé, rééduqué quelque part loin d'ici. L'association était maintenant dirigée par un comité temporaire, quelques propriétaires plus jeunes, un principal d'école à la retraite. Même Paula s'est portée volontaire pour consulter. Les amendes annulées, les règlements réécrits. Mais la paix? C'était un autre type de paperasserie, celle que vous déposez dans votre poitrine et espérez qu'elle ne sera pas rejetée. Je vérifiais encore la lumière du Porsche 2 nuits sur 3. Je gardais la porte verrouillée, même quand j'étais à la maison, non pas par peur de Valora, mais par le genre de peur après coup qui s'attarde comme l'odeur de l'eau de Javel dans une pièce où quelque chose a saigné autrefois. Mais la vie avance, même lorsque vos nerfs n'ont pas rattrapé le rythme. Un matin, je suis sorti avec mon café et j'ai trouvé Jéremia assis sur le bord de l'allée. Il n'a rien dit au début, c'est juste accroupi, la tête penchée, sa main bougeant lentement entre ses doigts. Un seul bâton de craie bleue. Il l'a traîné sur le béton, courbe et délibéré. Puis une autre ligne, puis une étoile, et encore une, et encore une. Des amas d'étoiles ont commencé à se former sur l'allée, comme des constellations qu'il n'avait pas encore nommées. Il n'a pas levé les yeux, mais il a dit, à peine plus fort que la brise, ce trottoir est sur maintenant. Je me suis détourné un instant. Je n'ai pas essuyé mes larmes. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu de petits pas dehors, pas ceux de Jéremia. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver deux enfants de la rue agenouillés à côté de lui. Un garçon et une fille, peut-être 7 ou 8 ans. Ils avaient chacun leur propre craie à la main, rose, jaune, orange. L'un d'eux tenait une laisse, et à l'autre bout se trouvait un golden retriever. Mon souffle s'est coupé. Jéremia s'est d'abord raidi, ses doigts se serrant autour de sa craie, mais le retriever s'est assis, la langue sortie, la queue battant. La fille a souri et a dit, « Il s'appelle Marble. Il est gentil. » Jéremia n'a pas parlé. Il a tendu la main lentement, paume en l'air. Marble lui a léché la main doucement, et juste comme ça, quelque chose chez mon fils a changé. Pas tout, pas un tour complet, mais assez. Ce soir-là, après le dîner, je l'ai emmené au jardin. C'était autrefois son royaume personnel. Maintenant, le comité l'avait renommé « le bosquet des enfants ». De petits bancs avaient été installés, l'un près des roses, un autre près du chêne. Mais le banc le plus récent se dressait au centre même. Une plaque de bronze était montée à l'arrière, à l'honneur des enfants qui nous ont appris le courage et des parents qui ont refusé de se taire. Jéremia l'a regardé pendant un long moment. J'ai lu les mots à voix haute une fois, puis à nouveau, plus doucement. Il n'a pas demandé ce que cela signifiait. J'ai murmuré, « Personne ne t'efface plus. »
Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assise au pied de son lit, le regardant respirer. Sa main tressaillait de temps en temps, comme s'il dessinait même dans ses rêves. C'est là qu'il a parlé, les yeux encore fermés. « Maman, est-ce que je peux garder le collier ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé et je suis allé au tiroir où je l'avais gardé, vide. Je n'avais rien à lui donner qui sentait encore la douleur. Mais j'avais autre chose. J'ai ouvert une petite boîte de mon bureau. À l'intérieur, un minuscule pendentif, fait main, imparfait, de la résine coulée sur de la poussière de craie pilée, en forme d'étoile. Je l'avais fait la nuit après que la craie soit réapparue. Je l'ai placé doucement dans sa paume. « Tu n'as pas besoin de porter la douleur, » ai-je murmuré, pour prouver que tu l'as survécu. Il a enroulé ses doigts autour et a souri dans son sommeil. Dehors, le vent s'est levé. Je suis sorti sur le porche. Les étoiles de craie scintillaient encore faiblement sur le béton, même sous la lumière du porche. Le collier avait disparu. Les fourmis rouges avaient fait leur travail. Mais ces étoiles, elles sont restées. Et la promesse que j'ai faite la nuit où Jérémia est devenu silencieux, celle gravée quelque part en moi, sous la peur et la fureur, parler, se battre, ne jamais laisser le silence gagner à nouveau.